Bonjour à tous et à toutes pour cet e-atelier au CNAM, nos formations font votre avenir. Dans le cadre d'un partenariat avec Centre Info, nous célébrons les 50 ans de la loi Delors sur la formation professionnelle. Pour les plus jeunes, je fais un petit rappel historique, Delors n'était pas à l'époque ministre, mais conseiller du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. C'est très rare sous la Ve République qu'une loi porte le nom d'un conseiller. Preuve sans doute de l'importance du conseiller, mais preuve surtout de la force de ce texte. Hier, beaucoup d'entre nous, certains qui nous écoutent en ce moment, étaient à l'espace Van Gogh, autour des tables rondes organisées par Centre Info. Olivier Faron, historien, notre administrateur général, a rappelé que la loi Delors était le mythe fondateur de la formation professionnelle en France. Cette loi a créé une dynamique. Elle s'inscrit dans une histoire longue. Il y a eu 14 réformes de la formation professionnelle depuis la loi Delors. La dernière en date, vous le savez, c'est la loi Pénicaud. Avec cette loi de 1970, la formation permanente devient centrale. La négociation devient une obligation. Elle a institué le droit à la formation tout au long de la vie, la sécurisation des parcours professionnels et la structuration de l'offre de formation. Le CNAM, comme acteur majeur et opérateur public de la formation, revendique cet héritage. Pour en parler, je vous propose d'échanger avec Ariane Fréhel, directrice nationale des formations. Bonjour Ariane. Bonjour. Avec Christelle Guéguin-Kuntz, directrice de l'action régionale. Bonjour Christelle. Bonjour Vincent. Et avec Corinne Valleux, directrice du CNAM Paris. Bonjour Corinne. Bonjour Vincent. Je salue également Cécile Coutu, notre modératrice, qui aura la difficile tâche de nous transmettre vos questions. L'occasion de vous inviter à participer activement à ce webinaire via le chat en posant toutes vos questions. Elles sont les bienvenues. L'occasion aussi de répondre à notre sondage. Dans les 5 ans à venir, la formation professionnelle doit aller vers plus d'autonomie pour les apprenants, plus de présentiel, plus de comodalités d'apprentissage, plus d'hybridation. Bien sûr, vous n'avez le droit de répondre qu'en formulant qu'une réponse. Vous pouvez y répondre jusqu'à 16h45 et à la fin de ce webinaire, je ne manquerai pas de vous donner le résultat de ce mini-sondage. Dans l'esprit de la loi Delors, pour répondre aux exigences du monde aujourd'hui, de ce monde en pleine mutation, sous l'impulsion d'Olivier Faron et de son adjoint Thibaut Duchesne, au CNAM, nous avons conceptualisé le triangle de la réussite. Ce triangle est équilatéral. Comme vous le savez, donc, il a 3 côtés égaux. Un côté sur l'innovation pédagogique, un côté lié au développement numérique et un côté sur l'ancrage dans les territoires. Pour en savoir plus sur ce triangle de la réussite, Ariane, peux-tu nous dire en quoi le CNAM se distingue par son offre de formation? Eh bien, Vincent, l'offre de formation au CNAM est véritablement très large puisque nous offrons plus de 700 parcours de formation qui vont du bac au bac+8. Bien sûr, nous proposons des diplômes nationaux bien connus comme la licence professionnelle, le master et le doctorat, mais aussi des titres à finalité professionnelle qui sont inscrits au répertoire des certifications professionnelles avec des niveaux de qualification qui vont de 5 à 8. Ces titres préparent plus spécifiquement à des métiers. Et puis, nous avons bien sûr aussi une grande force du CNAM, plus de 80 diplômes d'ingénieurs. Et enfin, on propose aussi des diplômes maison, des diplômes d'établissement du CNAM qui augmentent de niveau, des certificats professionnels et puis ensuite des certificats de compétences et enfin des certificats de spécialisation. L'ensemble de toutes ces formations proposées par le CNAM couvre des domaines très larges qui vont des sciences les plus pointues, des sciences techniques comme l'informatique, l'électronique, l'aéronautique, le nucléaire ou la chimie, et qui vont évidemment dans les domaines des sciences humaines et sociales avec le management, les ressources humaines, l'organisation, la formation des adultes, sans oublier tous les métiers de la gestion très importants aujourd'hui, comme les métiers du chiffre, la comptabilité, le contrôle, l'audit, mais aussi l'immobilier ou les assurances.
Donc en fait, on forme un ensemble de métiers extrêmement variés que les personnes qui se forment pourront exercer ensuite. Une petite liste comme ça à la Prévert, on peut devenir comptable en entreprise, on peut devenir chargé d'accompagnement social dans une association, technicien de laboratoire pour réaliser des prélèvements, pour le Covid notamment, on peut devenir concepteur de jeux vidéo, guide touristique et pourquoi pas océanographe, prospecteur dans les mers lointaines. Concepteur de jeux vidéo, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens dans la nouvelle génération, mais au-delà de l'école de jeux vidéo qui est à Angoulême, l'école du CNAM, comment sont organisées les formations du CNAM ? Eh bien, nous avons développé beaucoup de modalités pédagogiques au fil du temps. Si le CNAM a parfois l'image d'Épinal des cours du soir, un peu traditionnels, nous avons développé depuis de nombreuses années maintenant la formation à distance, la FOD, en totalité ou partiellement, c'est-à-dire une formation hybride qui est en partie en présentiel et en partie en distanciel, grâce à des outils comme notamment la plateforme Moodle. Mais nous proposons aussi d'autres modalités comme des stages courts très concentrés sur une semaine ou bien des formations intensives en journée sur des périodes plus longues pour les demandeurs d'emploi notamment ou pour des personnes qui sont en congé de formation professionnelle. Et puis, nous avons également développé une modalité qui monte beaucoup et qui est très soutenue par les politiques gouvernementales, c'est l'alternance, aussi bien les contrats de professionnalisation que les contrats d'alternance. Aujourd'hui, il y a plus de 9000 alternants qui suivent nos formations au CNAM sur tout le territoire. Ces modalités de formation, c'est pour mieux s'adapter aux besoins de chacun ? Oui, exactement, Vincent, parce que tous nos parcours sont modulaires, ils sont composés d'unités d'enseignement qui sont capitalisables, c'est-à-dire que chacun finalement peut suivre la formation à son rythme, à la carte, dans les modalités qui lui conviennent, du présentiel, du distanciel, de l'alternance, et composer année après année son parcours individualisé qui lui est propre et avancer progressivement vers la délivrance d'un diplôme qui est le but ultime évidemment des personnes qui vont se former au CNAM. Et puis, nos parcours tiennent aussi compte du bagage des personnes qui viennent se former au CNAM, de leurs acquis de formation antérieure ou bien leurs acquis d'expérience. On valorise l'expérience dans nos maquettes de diplôme sous forme de CTS et puis aussi grâce à de très nombreux systèmes de validation des acquis, soit pour accéder, soit pour valider une partie de la formation. Tu peux nous donner des exemples concrets ? Je peux vous parler du cas d'une jeune auditrice qui était diplômée du CNAM l'année dernière en 2020. Cette jeune femme, on va l'appeler Charlotte, elle avait au départ un DUT en hygiène et sécurité et elle avait poursuivi avec une licence professionnelle production industrielle. Ensuite, elle a été embauchée à la SNCF dans le domaine réseau comme assistante qualité. Et puis, elle a évolué progressivement. Elle est devenue référente qualité, auditrice Calliope. Et puis ensuite, elle a été conductrice de travaux pour des travaux de maintenance dans le parc SNCF. Mais elle était limitée dans son évolution professionnelle par son bac+3 et elle ne pouvait pas accéder à des postes d'encadrement plus importants. Donc, elle a décidé de venir au CNAM, de commencer à suivre des cours du soir dans le domaine du BTP. Et en parallèle, elle a également commencé une validation des acquis de l'expérience, une VAE, pour obtenir le diplôme d'ingénieur en BTP. Donc, en mélangeant ses cours et sa VAE, en 2020, elle est devenue ingénieure en BTP et depuis, d'ailleurs, elle a changé d'emploi et elle est devenue aujourd'hui chargée d'affaires et de projets immobiliers au sein du ministère de la Défense. C'est une belle évolution professionnelle pour Charlotte. Oui, c'est une belle histoire, on y reviendra sans doute puisque le CNAM, comme chacun sait, en tout cas nous en sommes convaincus et le but c'est d'en convaincre le plus grand nombre et la maison des possibles. Il y a beaucoup de belles histoires au CNAM. On parlait avec Ariane du fait qu'on s'adapte aux individus, mais en est-il de même avec les territoires? Pour assurer une égalité entre tous en matière de formation, ne faut-il pas, Christelle, s'ouvrir à de nouveaux territoires, en finir avec une logique de métropolisation? C'est-à-dire, on le sait bien, il est plus simple de se former dans les grandes métropoles que dans les zones périurbaines, et je ne parle même pas des zones rurales. Le CNAM, sous ton autorité, est organisé en réseau. Peux-tu nous en dire davantage sur cette organisation, sur son développement, sur les nouveaux ancrages, notamment via des projets gouvernementaux qui font aujourd'hui
le fait que la formation doit être la plus décentralisée possible et qui font que le CNAM, me semble-t-il, mais tu vas nous dire si je me trompe, est aujourd'hui un acteur majeur de cette formation décentralisée. Oui, tout à fait, Vincent. Pour vous le rappeler, le soleil ne se couche jamais sur le CNAM. Et où que l'on soit, les formations du CNAM sont accessibles. Concernant les éléments qui ont été présentés par Ariane juste à l'instant, l'ensemble de ces éléments s'applique au centre CNAM, qui s'organise autour de 20 directions régionales, selon le découpage des régions administratives, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Le réseau du CNAM, c'est près de 600 hommes et femmes qui portent les valeurs du CNAM, qui travaillent au quotidien au développement de la formation professionnelle au plus près des territoires. Cela correspond à près de 200 centres d'enseignement qui maillent l'ensemble du territoire et près de 69% des auditeurs du CNAM se forment à l'heure actuelle en région. Cela correspond à 7000 unités d'enseignement qui ont été proposées en 2020-2021 par les centres en région afin de répondre aux attentes des auditeurs, quelles que soient les modalités. Bien entendu, dans un respect de qualité, tous nos centres sont qualiopisés. En 2019, le CNAM a encore voulu aller plus loin que ce qu'il faisait jusqu'à présent, et notamment avec le programme Au cœur de territoire, de manière à répondre à la question suivante: comment la formation professionnelle peut être un levier au développement d'un bassin d'emploi? On a tiré le fil de cette question et naturellement, on est arrivé à interroger des sujets de mobilité, des sujets d'exode de la jeunesse vers les métropoles, des sujets d'attractivité des villes à taille humaine, de la difficulté des entreprises à trouver le bon collaborateur au bon endroit et surtout avec la bonne formation. Au même moment, en 2019, le baromètre des territoires qui a été réalisé par Ville-de-France montrait alors que 40% des habitants d'une ville moyenne considéraient que leur territoire était attractif en matière d'emploi, contre 72% en métropole, et 59% de ces mêmes habitants des villes moyennes se déclaraient satisfaits concernant l'offre d'enseignement supérieur, contre 87% en métropole. Le programme Au cœur des territoires, qui a été porté avec force et vigueur par notre administrateur général et son adjoint Thibaut Duchesne, c'est aussi une réponse à ces statistiques. Tu le disais dans ton introduction, Vincent, un certain nombre de programmes nationaux sont venus appuyer et porter le programme Au cœur des territoires, et c'est notamment Action Cœur de Ville et Territoire d'Industrie, puisque Au cœur de territoire est labellisé aussi bien Action Cœur de Ville que Territoire d'Industrie. À travers ce programme, le CNAM propose un plan de développement de lieux d'accès à la formation pour les collectivités, afin de participer, grâce à la formation professionnelle et grâce à l'apprentissage, au développement économique de ces zones éloignées des centres urbains, universitaires et métropolitains. Concrètement, parce que c'est aussi ça qui est important, concrètement, ce sont 75 villes à l'heure actuelle qui sont labellisées cœurs de territoire depuis 2019, et tous ces cœurs de territoire se situent dans des villes moyennes. Plus de la moitié des antennes ont ouvert une antenne du CNAM et ont permis de former, et ce chiffre est à mon sens très important, plus de 4200 personnes dans une ville moyenne, soit grâce à cœur de territoire, 4200 personnes qui ont pu accéder à la formation professionnelle sans quitter leur ville et en continuant à faire vivre le territoire sur lequel elles sont installées. Oui, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que ces 4200 personnes, on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu ce programme, ce processus, cette installation dans les territoires et dans les villes médianes, elles auraient sans doute eu beaucoup de mal à se former. Et tu me corriges si je me trompe, mais il y a aussi cette logique avec l'opération Au cœur des territoires auquel le CNAM participe, mais cette logique de répondre aux besoins des bassins d'emploi, de formation ciblée pour les bassins d'emploi et pour les personnes concernées. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de villes qui ont ouvert récemment ou d'autres qui vont ouvrir prochainement ?
Alors oui, bien sûr, on a des exemples sur Châlons en Bourgogne-Franche-Comté à Maubeuge, où au sein de ces villes, grâce au travail qui a été mené avec les collectivités, on a vu l'ouverture de la licence professionnelle conception et amélioration de processus et de procédés industriels avec 3 parcours. Cette ouverture de licence professionnelle a été réalisée en lien étroit avec les entreprises du secteur. De la même manière, sur la partie métier de l'industrie, à Saint-Dizier dans le Grand Est, 31 auditeurs, et je suis précise dans les chiffres, suivent la licence professionnelle métier de l'industrie en lien avec l'UIMM. Pour ce qui est de la manière... Comment ça s'organise concrètement dans les villes, avec les villes? Comment vous organisez les choses entre le CNAM, les villes, Cœur des territoires et les autres acteurs? J'y venais, Vincent, justement. La collectivité est consciente en fait des enjeux de la formation professionnelle et à partir de ce moment-là, prend la tâche du CNAM national ou régional. Avec le CNAM, on a une première cartographie de l'offre de formation qui est réalisée et ensemble, donc collectivité et CNAM, nous co-construisons une offre de formation idoine. Le CNAM mène l'identification des besoins des entreprises pour la construction d'une certification du CNAM, en étroite collaboration avec la Caisse des dépôts et des consignations, dans une perspective de GPEC. Et nous travaillons toujours avec l'ensemble des acteurs qui sont déjà présents au sein de cette collectivité, au sein de ce bassin d'emploi, afin de proposer une offre complémentaire et qui s'appuie par ailleurs sur de nombreux partenariats que le CNAM a pu développer au fil du temps. La Chambre des métiers et de l'artisanat, l'UIMM, j'ai eu l'occasion de le citer par ailleurs, ADECO sur la question du travail intérimaire, l'Union nationale des missions locales pour travailler avec la jeunesse qui se trouve dans ces villes moyennes. Et là, je ne cite en effet que les partenaires majeurs avec lesquels nous avons eu l'occasion de travailler dans le cadre de Cœur de territoire. On a 3 axes forts systématiquement à l'esprit lorsqu'on vient s'implanter dans une ville moyenne, lorsqu'on vient proposer le développement d'une antenne du CNAM. Le premier axe est former la jeunesse sur le territoire afin que cette jeunesse y reste. On sait très bien qu'un jeune, à partir du moment où il va se former en métropole, dans une grande métropole, aura plus de difficultés à revenir dans sa ville moyenne. Le deuxième axe fort, c'est répondre aux besoins des entreprises locales et notamment grâce à l'apprentissage. Et le troisième axe, c'est anticiper les grands changements du monde du travail et faire en sorte que les villes moyennes y trouvent leur juste place. Les statistiques actuelles, je vous parlais tout à l'heure du baromètre qui a été des territoires qui a été réalisé par Ville-de-France. Actuellement, on voit également que l'attractivité des villes moyennes se renforce, notamment au regard de la crise sanitaire, et que cette question de l'offre d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle devient un axe important et un axe majeur pour les personnes qui font ce choix. Alors, bien entendu, on a discuté d'un certain nombre de modalités tout à l'heure. Ariane les a présentées et toutes ces modalités sont accessibles en région. Donc, le CNAM, par ailleurs, à partir du moment où il a fait ce choix de se développer au plus près des territoires et au sein des villes moyennes, porte un grand plan de numérisation en faveur des territoires. Donc, cela passe notamment depuis 2 ans maintenant par une fodéisation massive des unités d'enseignement et également par un investissement important en matériel numérique pour permettre la diffusion de la formation professionnelle, même dans les territoires ruraux, même dans les territoires les plus enclavés. C'est un travail quotidien sur ce sujet-là qui est en œuvre au CNAM avec les enseignants et les équipes des centres CNAM en région, afin de porter l'innovation pédagogique au plus près des besoins de chacune et de chacun. Et il y a une vraie logique de sur-mesure. Il y a une vraie logique de sur-mesure. Et puis, le petit clin d'œil, Vincent, c'est que ces efforts
répondent aux besoins, puisque au niveau du classement du point l'année dernière, le CNAM est classé premier sur l'enseignement à distance, ce qui prouve que nos efforts payent et que le CNAM est reconnu à sa juste titre sur ses modalités de formation. Très, très juste rappel, et je ne manquerai pas d'y revenir dans un instant avec Ariane. On parlait tout à l'heure du côté, le CNAM, c'est la maison des possibles, des belles histoires. Ariane nous en a conté une tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, tu aurais des exemples concrets sur les territoires de belles histoires, de réussite, de parcours un peu extraordinaires, de gens qui peut-être au départ n'avaient pas prévu d'emprunter le chemin de la réussite, mais qui, grâce au CNAM, y sont arrivés? Alors, c'est vrai que au niveau de la direction de l'action régionale, on aime à dire que le CNAM est la maison des belles histoires. On ira même plus loin en disant que c'est la maison des histoires dont vous êtes le héros. J'ai 3 héros en tête. Le premier, il s'agit de Nabil, décrocheur scolaire, qui est arrivé au CNAM déscolarisé en seconde, qui avait passé 3 ans sans formation, sans aller à l'école, faute d'avoir en 3e la filière qu'il souhaitait obtenir. Il s'est inscrit au PASS numérique, qui est une formation infra-bac et qui permet d'obtenir un niveau bac. Il a réussi ce PASS numérique et il a obtenu un titre de niveau 5 en technicien développeur web. Ça, c'est ma première belle histoire. La deuxième belle histoire, il s'agit de Victoria. Victoria qui, pareil, phobique scolaire, s'est inscrite au PASS numérique. Grâce à cette formation PASS numérique sur laquelle nous développons une pédagogie spécifique et notamment la pédagogie par projet, la pédagogie active, cette jeune femme a retrouvé confiance en elle. Elle a décroché un contrat de travail, un CDD dans une bibliothèque de Paris et elle a passé avec brio le concours de bibliothécaire et à l'heure actuelle est toujours à son poste à une bibliothèque de Paris. Et puis la dernière petite histoire, si on a un peu de temps, Vincent, si tu permets. Avec plaisir. Nous aimons bien les belles histoires de Madame Guéguin-Kunz. Mais moi, je les aime bien aussi. Et puis surtout, celle-ci, elle vient d'un centre CNAM en région. Elle m'a été rapportée par notre directrice Laurence hier. Il s'agit de Mélina. Mélina qui, comme beaucoup de jeunes, ne se retrouvait pas forcément dans son parcours dans l'éducation nationale, qui a été envoyée en bac pro à cause de ses résultats scolaires. Finalement, en bac pro, elle s'est accrochée. Elle a poursuivi sur un BTS en commerce-vente et elle a poursuivi sur une 3e année, une L3 au CNAM. Ça ne lui suffisait pas. Elle avait pris goût à la formation, pris goût aux apprentissages. Elle s'est inscrite sur un master vente marketing, toujours au CNAM Pays de la Loire. Le CNAM Pays de la Loire n'a pas voulu la laisser comme ça. Il avait détecté un talent et donc l'a inscrit au concours national des commerciaux de France, alors qu'elle était en master 2 et elle gagne ce concours national. Exceptionnel. Elle n'est cependant pas satisfaite, Mélina, puisqu'elle estime que son niveau en anglais n'est pas satisfaisant. Elle va donc passer 1 an en Angleterre en tant que barista pour améliorer son niveau en anglais. Elle revient en France. Le café, c'est son truc, c'est son trip. Et donc, elle passe par faire 1 an en Amérique latine pour travailler avec les producteurs locaux sur la question du café. Elle est rentrée en France pour créer son entreprise et à l'heure actuelle, elle est en train de créer son entreprise, toujours avec le CNAM qui l'accompagne sur ce beau projet. Oui, c'est super. Ces histoires, vous pouvez en retrouver énormément sur notre site, notamment l'an dernier, on avait fait un partenariat avec BFM Business où on racontait des histoires assez extraordinaires de jeunes passés par le bac pro et qui sont devenus ingénieurs. C'est l'occasion, je pense, Christelle, de dire notre attachement à des politiques inclusives, au développement de l'ouverture sociale au CNAM, que tu mènes dans les régions, que nous menons à Paris à travers l'école Vaucanson. Cette logique d'accompagner des publics décrocheurs ou des publics un peu abandonnés, que sont souvent malheureusement dans notre système éducatif les bacs pro. Et nous, on arrive avec l'engagement de tous les enseignants, de toutes les équipes, que ce soit à Paris ou en région,
créer des parcours de réussite assez exceptionnels. C'est l'occasion, je pense aussi, et je crois que tu y seras sensible, de saluer l'extraordinaire travail des équipes en région qui se donnent beaucoup pour que ces parcours exceptionnels, parce qu'à la fin, c'est des parcours exceptionnels, existent. Ces belles histoires, Corinne, je suppose que tu en connais aussi à Paris, que tu en vois tous les jours, notamment en matière de reconversion professionnelle. Comment, avec tes équipes, vous accompagnez ces personnes qui souhaitent un rebond, voire changer de vie sur le plan professionnel? Comment ça s'organise au sein du CNAM Paris? Oui, Vincent, tout à fait. Donc, le CNAM est un acteur majeur dans l'accompagnement du public des adultes, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant ou encore étudiant. Le Centre CNAM Paris permet de continuer à actualiser les compétences et les connaissances de chacun. Dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, le Centre CNAM Paris propose différentes prestations, à savoir les dispositifs liés à la validation des acquis ou encore le bilan de compétences. L'offre de formation du Centre CNAM Paris permet de suivre des enseignements dits hors temps de travail. Donc, ce sont effectivement nos cours du soir qui se passent en soirée et le samedi, pour permettre à chacun de constituer son parcours de formation professionnelle à la carte et selon le temps de chacun. Donc, la reconversion professionnelle, il ne faut pas l'oublier, permet aussi d'obtenir un diplôme ou une certification. Quels sont les atouts pour réussir cette reconversion? Qu'est-ce qu'il faut, les candidats, qu'est-ce qu'ils doivent avoir pour justement mener ce projet qui n'est pas des plus simples au départ, notamment en fonction du parcours professionnel, de l'âge, de la vie de famille, de plein d'éléments? Quel atout il faut avoir et qu'est-ce qu'on apporte à ces candidats? Alors, la reconversion professionnelle, effectivement, ça se travaille, ça se réfléchit, et il est important que l'individu ait identifié ses motivations qui poussent à vouloir faire une reconversion. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une nécessité? Il faut se poser ces questions. Est-ce que c'est un objectif réalisable? Bien évidemment, en avoir parlé à ses proches, à sa famille, car un soutien sera nécessaire. La période en formation peut conduire effectivement à une présence moins importante auprès de ses proches. Accepter de prendre du temps pour réfléchir, construire, mûrir un projet. Il faut du temps effectivement pour la reconversion professionnelle, et il faut aussi, un point qui est important, évaluer le coût de la formation. Et quels sont les dispositifs existants pour réussir sa reconversion professionnelle, pour la financer? Alors, ils sont multiples au Centre CNAM Paris. Tout d'abord, on a les dispositifs de validation des acquis, donc que sont la VAP ou la VAE. Ces dispositifs sont accessibles à tous et sans condition. Donc ça, c'est important effectivement de le savoir, si ce n'est que de devoir justifier d'au moins une année d'expérience dans le domaine de la certification visée. La validation des acquis professionnels et personnels, donc un dispositif parmi les autres, permet d'accéder à une formation sans en avoir le diplôme requis et en faisant valider une ou des expériences professionnelles, des formations suivies, des compétences acquises, ou qu'elles soient effectivement ces compétences personnelles. Le deuxième dispositif est la validation des acquis de l'expérience. Donc, ce dispositif permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, un certificat, à partir de son expérience professionnelle. Enfin, le Centre CNAM Paris propose le bilan de compétences, qui découle, lui, d'une démarche personnelle pour engager une réflexion sur soi et son devenir professionnel. Le bilan de compétences, lui, s'adresse aux salariés du secteur privé, aux agents du secteur public, aux professions libérales ou aux demandeurs d'emploi. La moyenne d'âge actuelle de nos bénéficiaires est de 41 ans. C'est quoi concrètement un bilan de compétences? Ça s'organise comment? Alors, un bilan de compétences, ça se conduit sur 24 heures, donc en présentiel au Centre CNAM Paris, et il permet d'analyser les compétences et motivations du bénéficiaire. Il est constitué de 3 grandes étapes, que sont l'accueil, l'investigation et la conclusion. L'accueil, tout simplement, permet de contractualiser la démarche avec le bénéficiaire. La phase d'investigation est l'étape qui permet d'explorer le parcours personnel et professionnel du bénéficiaire. Puis la phase de conclusion permet d'analyser les résultats, valider le projet, déterminer le plan d'action.
Le bénéficiaire, lui, est accompagné par un professionnel de l'accompagnement, de l'orientation professionnelle, qui utilise des outils qui sont bien évidemment validés. Au Centre CNAM Paris, on peut réaliser un bilan de compétences en journée, en soirée, le week-end. Donc, ce sont effectivement nos points forts. On s'adapte aux bénéficiaires sur une durée de 8 à 12 semaines maximum. Les entretiens ont lieu en présentiel. Donc, nous ne proposons pas de bilan de compétences en distanciel et dans nos locaux dans le 3e arrondissement. Et qui peut financer ces bilans de compétences? Alors, le bilan de compétences peut être financé par l'entreprise ou un établissement public du salarié. Et le bénéficiaire peut lui-même, à titre individuel ou bien en utilisant son compte personnel de formation, payer ses frais d'inscription. Et en quoi le CNAM Paris est meilleur que les autres pour assurer ces bilans de compétences? Alors, faisons un peu de pub au CNAM Paris. Faisons de la pub. Donc, le CNAM Paris, on propose effectivement en continu des réunions d'information collective, donc de manière régulière, pas toutes les quinzaines, sur les différents dispositifs, donc la VAP, la VAE, le bilan. Et aussi, on propose des réunions d'information collective sur l'offre de formation ou les différents types de financement. Donc, en continu, on a ce fil de communication auprès du public. Ces réunions d'information collective actuellement se tiennent en présentiel et ou en distanciel. Et ils permettent au public tout simplement de pouvoir s'informer sur ces dispositifs et son offre. On a une équipe d'une vingtaine de conseillers-conseillères qui accompagnent les bénéficiaires dans leurs projets de formation et de reconversion professionnelle. Et les entretiens sont réalisés effectivement en présentiel et ça, on y tient. C'est vraiment une plus-value du Centre CNAM Paris. C'est important de voir les bénéficiaires en présentiel. Oui, et puis vous êtes aussi très présent sur les salons. Il y a une logique au CNAM qui est d'être présent sur le terrain, sur les bassins d'emploi, d'aller vers les entreprises, notamment avec CNAM Entreprises. Et cette logique, elle est bien sûr forte dans les centres en région. Elle est aussi forte, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est utile d'y revenir dans notre logique d'ouverture sociale, d'inclusion. Christelle, est-ce que je l'ai abordé peut-être un peu trop brièvement tout à l'heure, mais peut-être, puisque tu as aussi en charge de ça, en lien avec Thibaut Duchesne, est-ce que si tu peux revenir sur cette volonté, c'est un axe stratégique fort de l'administrateur général, de développer l'ouverture sociale au CNAM? Oui, tout à fait. Depuis 7 ans maintenant, le CNAM est doté d'une direction qui prend en charge directement cette question de l'ouverture sociale. L'ouverture sociale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment est-ce qu'on peut permettre à tout à chacun, quel que soit son bagage, de poursuivre vers l'enseignement supérieur et de réaliser ses rêves, d'atteindre le métier que la personne souhaite obtenir, et cela grâce à une série de formations qui, au fur et à mesure, lui permettent d'arriver jusqu'à une licence, et plus spécifiquement la licence Vaucanson. Je vais commencer par le départ, si vous le permettez, puisque dans l'ordre des parcours de formation qui sont proposés et surtout qui ont été conçus par le CNAM, nous avons 3 dispositifs spécifiques. J'ai eu l'occasion de donner 2 belles histoires tout à l'heure concernant le pass numérique. Le pass numérique est en effet une formation qui est accessible sans aucun diplôme au préalable et qui permet, grâce à des pédagogies par projet, grâce à des pédagogies dynamiques, de ramener la personne, le jeune, vers la formation et lui permettre d'obtenir un diplôme de niveau bac pour l'insérer dans l'enseignement supérieur. Nous avons un taux de réussite particulièrement important sur ce pass numérique, puisque nous sommes aux alentours de 90% de réussite, avec plus de la moitié qui poursuit ensuite vers l'enseignement supérieur et l'autre moitié qui s'insère dans le monde professionnel.
Nous avons également conçu un diplôme d'établissement qui s'appelle le Bac+1. Ce diplôme d'établissement a été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, labellisé formation supérieure de spécialisation. Et c'est un diplôme qui, post-bac, permet de retravailler sur un certain nombre de métiers et d'obtenir notamment des compétences en management, des compétences spécifiques et techniques sur des métiers qui sont à l'heure actuelle en tension, plus spécifiquement dans la partie du numérique, plus spécifiquement dans l'accompagnement des personnes âgées, plus spécifiquement sur les métiers de l'industrie également. Donc nous avons à l'heure actuelle 13 formations qui ont été labellisées formation supérieure de spécialisation. Et j'ai eu l'occasion également d'évoquer l'école Vaucanson. L'école Vaucanson est une école spécifiquement réservée aux bacheliers professionnels qui souhaitent s'engager sur un parcours de licence. Et à partir de la pédagogie par projet, l'équipe qui encadre l'école Vaucanson amène des jeunes bacheliers professionnels qui ne se seraient pas forcément orientés vers l'enseignement supérieur, vers une licence, et une grande majorité d'entre eux poursuivent par la suite en master. Donc une belle réussite en effet sur cette question de l'ouverture sociale, sur comment est-ce que on amène des talents, des jeunes talents à s'ouvrir à l'enseignement supérieur et à réussir, et je pense que ce terme est important, et à réussir dans l'enseignement supérieur. Merci pour ces compléments qui me semblent importants. Et l'école Vaucanson, c'est une fierté pour le CNAM parce que c'est un peu la grande école en France des bacs pro, et on offre une possibilité assez extraordinaire grâce à nos enseignants à de nombreux jeunes de trouver leur voie et de trouver une voie qui les mène au succès, ce qui est important. On a une question d'un auditeur qui demande, et je propose à Ariane d'y répondre, est-ce que nos élèves, nos auditeurs, doivent-ils impérativement être en activité? Est-ce qu'ils doivent être salariés? Ça, c'est la première question. Et il y a une deuxième question qui me paraît très importante avec l'évolution démographique, la révolution de l'âge. Est-ce qu'on peut s'inscrire au CNAM passé 60 ans? Ariane? Alors, il n'est pas impératif d'être en activité pour s'inscrire au CNAM. Donc, on peut tout à fait s'inscrire même si on est retraité, même si on est sans emploi et qu'on ne cherche pas d'emploi et qu'on est chez soi. On pourra s'inscrire dans un certain nombre de formations, soit de stages courts, soit de formations plus longues. Mais si on souhaite véritablement obtenir le diplôme, il sera nécessaire de valoriser une expérience, soit passée, soit de réaliser un stage et de trouver une entreprise qui vous accueillera pour réaliser la partie pratique. Mais c'est aussi possible de valoriser une expérience qu'on a déjà réalisée dans le passé. Donc, toutes les formations du CNAM sont ouvertes aux personnes qui ont dépassé 60 ans, qui sont retraitées par exemple et qui souhaitent obtenir un diplôme. Et on a régulièrement, lors des remises de diplômes, des personnes qui ont 70 ans et qui finissent leur parcours au CNAM et qui sont extrêmement fiers d'arriver à obtenir un diplôme, même à cet âge avancé. Souvent, on les voit venir avec leur famille lors des remises des diplômes, avec leurs enfants. Et je crois qu'ils ont vraiment la fierté de pouvoir montrer qu'ils ont été au bout du parcours, qu'ils ont capitalisé à leur rythme, même si ça leur a pris du temps, et qu'ils ont réussi à obtenir le diplôme à la fin. Alors, encore de belles histoires. Et puis, si je me permets de compléter ce que tu viens de dire, c'est que plus ça ira, plus on se formera tard. Je parle sous ton contrôle, Ariane. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que 40% de nos élèves ont plus de 40 ans déjà, ce qui n'était sans doute pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Et que je suis prêt à parier que d'ici 5 ans, ce sera 40% de nos élèves qui auront plus de 50 ans, parce qu'il y a cette logique, même à 50 ans, et j'en parle en connaissance de cause, on continue à se former, on continue à croître en compétences, et que c'est dans la logique de l'évolution de notre société, dans un monde qui bouge en permanence, avec des défis nombreux que nous avons individuellement et collectivement à relever.
et c'est une des forces du CNAM, et elle est fondamentale. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Ariane? Oui, je crois qu'aujourd'hui, les parcours professionnels ne sont plus aussi linéaires qu'avant. On ne rentre pas dans une entreprise à 20 ans pour la quitter à 60. Je crois que beaucoup de citoyens vont changer d'emploi au cours de leur vie, vont changer de direction, vont changer de métier. Corinne nous parlait de la reconversion professionnelle. Et effectivement, on voit des gens qui ont exercé un métier pendant 20 ans, 25 ans et qui décident d'en changer, soit pour des raisons parce qu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils y sont un petit peu contraints au niveau de la vie économique, soit pour des raisons de choix. On a vu aussi dans cette période Covid des personnes qui revoient leurs priorités, leur choix de vie, qui veulent aller s'installer dans un autre endroit et qui changent complètement d'activité. Et ça, effectivement, à tout âge, et on est là pour les accompagner dans ces changements. Je me souviens aussi d'un exemple d'une personne qui était pilote d'avion dans une compagnie privée et qui faisait du fret, qui a eu des soucis de santé et qui, à 50 ans, s'est entièrement reconvertie. Elle a fait un MBA avec le CNAM et ensuite de ça, elle a ouvert une entreprise de production agricole bio. Donc voilà, une reconversion vraiment à 360 degrés, extrêmement réussie et voilà, à tout âge. Tout ça est porteur d'espérance. Comme d'ailleurs l'innovation pédagogique au CNAM, vous avez, Ariane, toi au début, et puis Christelle et Corinne, évoqué différents atouts du CNAM en matière d'évolution pédagogique. Christelle le rappelait aussi en introduction, nous avons été classés premiers par une enquête approfondie menée par le cabinet Statista et le magazine Le Point qui nous ont classés premiers en matière d'enseignement à distance. Ariane, qu'est-ce qui explique cette foi en l'innovation au CNAM, ce sens de l'innovation, et qui fait qu'en permanence, on innove sur le plan pédagogique c'est un peu comme l'Olympique de Marseille pour rester à jamais les premiers? Et que je crois que l'innovation pédagogique… C'est un supporter du PSG qui le dit. Ça dépend de quelle ville on est. Ouais. En tout cas, pour ce qui est de l'innovation pédagogique, je crois que c'est profondément inscrit dans l'ADN du CNAM. Ce n'est pas quelque chose de récent. Il y a 225 ans maintenant, quand le CNAM a été fondé, on était déjà innovant parce que les professeurs du CNAM de l'époque faisaient leur formation en s'appuyant sur les techniques. On a une salle qui s'appelle la salle des textiles où on montrait les métiers à tisser et on apprenait aux gens à s'améliorer dans ces métiers du tissage et du textile en leur montrant des machines en train de fonctionner, en démontant ces machines. Et c'est tout le rôle aujourd'hui de notre musée du CNAM de montrer l'histoire des techniques, de montrer comment on a créé les ordinateurs à partir de la machine à calcul. Et voilà, les professeurs du CNAM se sont beaucoup appuyés sur des machines qu'ils montraient pendant leurs cours pour faire progresser le public qui venait se former. Alors bien sûr, on a évolué. Dans les années 50, on a utilisé un nouveau média qui se répandait dans tous les foyers, qui était la télévision. Il y avait des cours du CNAM qui étaient télévisés et qui étaient diffusés. Parfois, on se réunissait dans des salles des fêtes de certaines villes pour regarder ensemble ces cours du CNAM télévisés. Et puis, bien sûr, on a continué. Donc aujourd'hui, c'est la formation à distance pour lesquelles on est extrêmement en avant. Il y a une quinzaine d'années, est venue en France la vague des MOOC qui s'était développée au départ aux États-Unis dans les grandes universités américaines. Eh bien, le CNAM a pris le train de cette innovation pédagogique des MOOC et s'est mis à produire également des MOOC. Donc, on a produit plus d'une cinquantaine de MOOC depuis 15 ans qui nous ont permis de toucher un public de près de 900 000 inscrits sur ces MOOC. Et c'est là que l'aspect massif prend vraiment tout son sens. 900 000 personnes qu'on n'aurait pas certainement pu former sur les bancs du CNAM en présentiel, mais qui, grâce à ces technologies du distanciel, ont pu suivre des enseignements sur des sujets extrêmement variés. Dans les titres des MOOC qui ont eu le plus de succès au CNAM, on avait un MOOC qui a eu beaucoup de succès, du manager au leader, un autre MOOC très pratique qui s'appelle la compta pour tous, et un autre qui portait sur le droit des contrats de travail. Voilà, vraiment des sujets extrêmement variés sur l'actualité.
Sur les MOOC, Ariane, on est leader. Il faut le rappeler, on est leader au sein de l'université française en termes de production de MOOC. Et j'invite ceux qui nous écoutent à écouter nos MOOC, qui sont très différents sur plein de sujets, comme tu le rappelais. Oui, on a à la fois le plus grand nombre de MOOC produits par le même établissement et le plus grand nombre de personnes inscrites à nos MOOC. Donc voilà, sur ces deux aspects, on est vraiment les leaders du MOOC en France. Mais au-delà des MOOC, qui sont, comme vous le savez, ouverts et gratuits, on a aussi la formation à distance. Donc Christelle parlait tout à l'heure et qui est vraiment la nouvelle modalité de formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre offre de formation qui est proposée dans cette modalité à distance et qu'on a la même proportion, 50% à peu près des personnes inscrites au CNAM qui suivent au moins un de leurs enseignements à distance. Donc vraiment, c'est la modalité qui monte très très fort. Les MOOC, la FOD, on la propose notamment grâce à des outils. On a investi depuis très longtemps dans un environnement numérique d'apprentissage. C'est une plateforme qui s'appelle Moodle, qui est utilisée aussi par d'autres établissements. Tous les cours qui sont proposés au CNAM bénéficient en fait d'un espace dans cet environnement Moodle. Dans cet espace, on va trouver beaucoup de choses, des ressources que les enseignants et les formateurs mettent à disposition des auditeurs. Alors, ces ressources, ça peut être soit des vidéos qui ont été préenregistrées, des interviews, des documents sonores, bien sûr, des PowerPoint, des bibliographies. Mais il y a également des outils de webconférence donc qui permettent aux enseignants de faire des webinaires en direct, en synchrone, pour du public qui est à distance sur tous les points de la planète. Enfin, si on respecte les différents fuseaux horaires, ça dépend, pour certains, ça peut être avec un fort décalage horaire. Mais en tout cas, donc des cours soit directement en synchrone, soit ces séances sont enregistrées et les personnes pourront les regarder plus tard, à un autre moment qui leur convient, dans les transports en commun, sur leur portable. Donc, c'est vraiment une facilité de formation qui est offerte à notre public. Et puis, c'est pas seulement des ressources qui sont mises en ligne, mais c'est aussi l'accompagnement de tout le processus pédagogique. C'est-à-dire qu'on va aussi proposer des modalités de tests, d'évaluation. Il peut y avoir des quiz qui sont proposés, des QCM, du positionnement, donc qui permet à un apprenant, en fait, tout de suite après avoir suivi une séance, de répondre à quelques questions pour voir s'il a bien enregistré les notions qui sont proposées, s'il a bien compris. Si c'est pas le cas, il peut revenir sur un certain nombre de choses. Et s'il a bien compris, il va passer à la séquence suivante et à de nouvelles connaissances. Et on a pu même pendant la période Covid tester la robustesse et la solidité de ces outils. On a fait une enquête auprès de notre public durant cette période et on s'est rendu compte que 90% des apprenants avaient trouvé que le passage au 100% numérique, puisque là on est passé de 50% à 100% numérique pendant cette période, s'était fait dans d'excellentes conditions, qu'à la fois les outils étaient faciles à utiliser, à être pris en main, tant pour les enseignants que pour les apprenants. Et même, on a été jusqu'à faire des examens en ligne, donc en respectant toutes les conditions sanitaires qui étaient imposées à ce moment-là par les restrictions imposées par le Covid. Donc, je crois qu'on a vraiment progressé sur ce domaine de la FOD. Et puis, comme le disait tout à l'heure Christelle, il y a eu un grand plan d'investissement ces dernières années pour développer notre offre FOD et pour développer des parcours complets. Parce qu'auparavant, on fonctionnait beaucoup sur le volontariat de nos enseignants. Il y a des filières qui étaient plus en pointe que d'autres. Et là, on a développé un plan extrêmement massif de manière systématique pour que l'ensemble d'un parcours, des premiers modules jusqu'au dernier module, soit disponible en formation à distance et pour que les apprenants ne soient pas bloqués, mais puissent faire l'intégralité de leur parcours en FOD. Donc, je crois que c'est vraiment des innovations qui sont très appréciées aujourd'hui parce que c'est des modalités qui sont très, très demandées par le public. Le public aussi est très friand, un petit peu comme on voit sur les réseaux sociaux, des modalités de chat et de forum. Donc, associé à chaque enseignement, il y a un forum qui est animé par l'enseignant responsable, mais où les différents apprenants peuvent aussi participer. Et donc, il y a une sorte d'apprentissage collectif qui se fait à travers ce forum où chacun peut apporter des réponses aux questions de tel ou tel auditeur s'il a la réponse. Comme beaucoup de nos auditeurs sont des professionnels, ils savent aussi ils ont parfois la réponse et le savoir se construit collectivement. Ce n'est pas uniquement un savoir descendant de l'enseignant qui enseigne à ses élèves.
Voilà les dernières innovations pédagogiques sur la FOD. Et tout récemment, on a remporté un trophée de l'innovation francilien avec notre direction du numérique qui avait porté un projet sur la réalisation de TP virtuels. En fait, il s'agissait d'un projet qui permet vraiment de rendre virtuel l'ensemble des travaux pratiques. Alors, ça peut paraître un petit peu incroyable parce qu'on se dit c'est les formations finalement qui ont le plus besoin d'être en présentiel pour être mises en œuvre. Mais il y a eu un énorme travail qui a été fait par les équipes pour filmer les laboratoires, filmer les différents scénarios de ce qui peut se passer dans un laboratoire, mettre tout ça sous un format numérique et en 3D. Et permettre à des auditeurs de se connecter avec des casques de réalité virtuelle. Donc, ils ont des lunettes, un casque. Voilà, ils sont vraiment en 3D et ils sont projetés dans la salle de travaux pratiques comme s'ils étaient en train de faire leur TP, par exemple en chimie. On les voit avec les paillasses, avec les différents produits qu'ils doivent répartir dans leur tube à essai. Et même s'ils font des erreurs de manipulation, par exemple, s'ils font tomber et s'ils cassent le tube à essai, eh bien, on voit dans le travaux pratique une alerte qui se met en place et qui dit attention sécurité, que faut-il faire dans ce cas-là? Et là, l'élève est invité à mettre en place le protocole de sécurité en cas de bris de matériel, le ramassage des parties, la protection du lieu. Enfin, c'est vraiment très bluffant. J'ai eu l'occasion de voir ça récemment et c'est très impressionnant. Et je suis sûre que les apprenants qui vont apprendre grâce à ces TP virtuels seront aussi bien formés que s'ils avaient appris dans un véritable labo de chimie. On a une dernière question. Combien de nos parcours sont dispensés en 100% distanciel ? Alors, sur l'ensemble de nos parcours en 100% distanciel, je dis un petit peu au doigt mouillé parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je dirais on en a une centaine maintenant qui sont disponibles. Sur les 700, il y en a au moins 100 qui sont disponibles. Il faut voir que les parcours les plus élevés, comme les ingénieurs ou le doctorat, ne sont pas forcément entièrement disponibles en FOD. Donc, on a commencé plutôt par nos parcours post-bac, donc le premier cycle. Donc, tous les diplômes dont nous parlait tout à l'heure Christelle avec les passes numériques. Voilà, ces diplômes-là sont plutôt bien présents en FOD. Et puis aussi les licences, puisqu'on a commencé à travailler sur nos licences, donc le premier cycle. Et puis après, les titres RNCP niveau 5 et niveau 4. Et au fur et à mesure, on va continuer de développer tous ces parcours en formation à distance. Tout ça est assez bluffant, comme l'est d'ailleurs le résultat du sondage. Merci à ceux qui ont répondu, mais qui va nous encourager à continuer sur notre voie, puisque tout ça va dans le sens que nous souhaitons. À la question en matière de formation professionnelle, dans les 5 ans à venir, on doit aller vers plus de comodalité d'apprentissage pour 57,1% d'entre vous, plus d'hybridation pour 28% et plus d'autonomie pour 14%. Et aucun d'entre vous considère qu'il faut aller vers plus de présentiel. On voit bien qu'avec la révolution du digital, la crise de la Covid, les efforts d'innovation nombreux que mettait en exergue à l'instant Ariane, on voit bien qu'on est dans un virage de la formation qui, à mon avis, est assez définitif et qui va dans le sens de ce que nous faisons au CNAM, de la révolution que nous sommes en train de mettre en place grâce à vous trois, mesdames. L'occasion de vous présenter les plaquettes. Nous venons de sortir une collection de plaquettes. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran, mais il y en a une sur tout savoir sur le CNAM. Il y en a une autre se former tout au long de la vie avec une excellente interview de Corinne Valleux et de Ariane Fréhel. Et il y en a une sur Au cœur des territoires avec une aussi excellente interview de Christelle Guéguen-Kuntz. Vous pouvez retrouver ces plaquettes sur notre site et sur la plateforme de Centre Info. Je vous propose, mesdames, de vous laisser la parole en dernier. Un grand merci à vous trois, un grand merci à ceux qui nous ont écoutés, un grand merci à Cécile et un grand merci à la régie. Ariane, ton dernier mot? Je dirais au CNAM, venez comme vous êtes et on vous aidera à réaliser votre projet. Christelle, le mot de la fin? Pour moi, le mot de la fin, ce sera le CNAM pour tous et partout, non seulement une devise, mais surtout une réalité.
Et Corinne, un mot de conclusion? Donc, mon mot de conclusion sera au CNAM, il n'est jamais trop tard pour changer de métier. Un grand merci. Et pour conclure, je crois que le mot de la fin qui englobe tous ces beaux mots de la fin, c'est le CNAM, c'est la maison des possibles. Vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Et encore un grand merci à nos 3 intervenantes, un grand merci à Cécile, à la régie, et à très bientôt pour de nouvelles présentations des programmes, des innovations, des politiques du CNAM. Notre maison a une ambition, servir les citoyens. Elle est au cœur du pacte républicain et nous en sommes tous collectivement fiers. À très bientôt. Au revoir.